matin, bonjour, bonsoir tout le monde, et bienvenue à ce 81e épisode des Sommeliers de la lutte. Un épisode cette semaine où on va faire un retour sur la lutte de la semaine, la lutte gratuite à la télévision, du 19 au 31 août 2024, parce que hey, ça s'enchaînait les pay-per-views dans les dernières semaines. On n'a pas eu le temps de revenir sur le bon stock qu'il y avait là, gratis, là, le stock de rue là, qu'on se trouve un peu partout, à chaque coin là. C'est ça, fallait qu'on revienne. Fait que c'est ici Max Perriard en compagnie du trop gentil Pierre Gaston. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Encore de la lutte, on se remet tranquillement pas vite des 18 pay-per-view qu'on nous a garoché dans le dernier 3 semaines. Fait que c'était bien, c'était très plaisant. On s'en va tranquillement vers Bad Blood et je me souviens plus quel autre du côté de l'All Elite. Mais au moins, c'est ça, là, on a un peu de temps là, pour parler de la lutte télé. Et sinon, dans nos vies, ben, je continue à faire de l'humour, continue à faire essayer de vendre des ateliers parce que on est un peu vendeur hein, quand on est humoriste, quand on est travailleur autonome. Là, puis c'est ça, faut se déplacer, il faut vendre, faut partie de la job, c'est ça, faut faire des appels. Fait que depuis un petit bout là, j'essaie de vendre un atelier qui incorpore l'humour dans le service à la clientèle des gens. Fait que si jamais vous travaillez pour une compagnie qui offre un certain service à la clientèle, vous dites, il me semble que ce serait le fun là, on revampe un peu ça ou qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous montrer comment ajouter ou incorporer l'humour dans votre service à la clientèle, ben vous pouvez rentrer dans mes DM ou m'envoyer un courriel. Ouais, je pense dans les descriptions du YouTube en bas, en dessous, j'ai un lien vers un site internet où vous trouverez toutes mes coordonnées là. C'était mou comme pitch de vente. Ah, je suis pas très bon. Je suis pas très bon. Non, fait que ça vous tente d'être meilleur en joke en pitch de vente, écrivez à Pierre Gaston Gay. Il est excellent pour les jokes. Oui, c'est ça. Moi, de mon bord, c'est la période des poules d'hockey Yeah. en ce moment. Fait que je sais pas s'il y en a qui font ça. Hein, nous, on vient du Canada, du Québec. Hein, fait que c'est un peu dans notre nature de suivre ça. Même si tu suis pas ça, Pierre, mais je suis sûr que tu suis ça plus que beaucoup de nos auditeurs de l'Europe. Là, 100%. Fait que, c'est ça. À chaque année, on choisit des joueurs. Puis là, on se fait notre petite liste. Puis on est content quand ils font des points. Mm-hmm. Fait que, pour un peu niaiser ce côté-là de moi, j'ai fait une chanson qui est disponible sur ma chaîne YouTube personnelle. Ouh. Max Perriard, que vous pouvez aller en dessous dans la description, vous pouvez y aller. Et c'est une chanson sur les poules d'hockey, justement. Fait que ça vous tente d'entendre ma voix, pas si mélodieuse, mais bon, qui fait une petite parodie sur les poules d'hockey. Allez voir ça, allez cliquer là-dessus. C'est quand même... En tout cas, moi je l'aime bien. Elle me fait rire, cette chanson-là. Fait que d'habitude, quand ça nous fait rire nous-mêmes, nos jokes, Parce que, ouais, c'est un bon signe. Fait que si vous êtes fan de club, ou si vous avez des gens dans votre entourage qui ont une maladie un peu problématique sur les poules de hockey comme moi, ben allez écouter ça. Vous allez probablement trouver ça drôle aussi. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant. Et sinon, vous de votre côté, le public, il y en a eu plein de gens qui nous ont écrit. Mais il y a encore Elisabeth qui nous a écrit qu'elle était juste fixée lors du dernier pay-per-view sur le fait que Mercedes avait l'air d'un cosplay de Zelina Vega durant le match. Même rim gear qu'elle avait à Porto Rico. Et c'est vrai, je me suis fait la même comme pensée pendant que je le regardais. J'étais comme, c'est le même. Comme, pourquoi elle est en Porto Rico, en fait? Là, j'étais comme, ça, elle vient pas de là. Elle vient pas de là. C'est les États-Unis d'Amérique. Là, c'est les mêmes couleurs, mais juste placées différemment. Peut-être juste que son soute était mal monté, là, j'imagine, mal fait, mal designé. Je sais pas. Mais, en tout cas, fait que je suis d'accord, Ellie qui ressemblait beaucoup à Zelina Vega. On a Ramirez qui nous a dit que c'était un excellent All-Out. Absolument. Fait que, d'ailleurs, on a fait un questionnaire sur la page YouTube des sommeliers de la lutte. Et pour le sondage, c'est ressorti que la plupart des gens avaient trouvé que c'était soit l'un des meilleurs pay-per-view de tous les temps ou un très bon pay-per-view. Wow! Fait que seulement, en fait, 90% des gens trouvaient que c'était très bon ou plus. Okay. Et 10% trouvaient que c'était correct ou moins.
Fait que le Très pouls, visé. on a aimé All Out, je pense. Oui, absolument. Dans nos dans nos sommeliers qui nous écoutaient à toutes les semaines. Et justement, il y a Ellie qui nous dit excellent show jusqu'au sac de plastique et à la seringue durant le cage match qui n'était pas nécessaire. Ouais. Et on a Fortune Couté qui nous dit à la sortie, en pas de civière, on a la meilleure équipe médicale. Effectivement, c'était tellement drôle ça Brian, parce que tu sais, Brian est mort, puis là t'as vraiment les commentateurs qui sont inquiétez-vous pas, on a la meilleure équipe médicale. Puis pendant, on a une shot de l'équipe médicale qui fait tout ce qu'une équipe médicale devrait pas faire. Fait qu'il prend le gars, qu'il le transporte un peu en sac à patates, les quatre. Moi aussi, ça m'avait fait vraiment rire. Fait que bonne remarque, Fortune Cookie là-dessus. C'était vraiment. En tout cas, je sais pas si c'était voulu le gag ou c'est juste la coïncidence qui a fait que l'image. Ça donne. Les paroles suivaient pas ce qui était à l'écran, là, c'est drôle ça. Ouais, puis on a également dans nos DM justement de Sommeil de la lutte des gens qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils ont commencé à nous suivre et qui sont bien contents de notre qualité de podcast, tout ça. Fait qu'un gros merci de faire ça. N'hésitez pas à le faire soit par message ou par commentaire direct en dessous des vidéos sur nos pages, directement en dessous des épisodes. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Fait qu'un gros merci à tout le monde qui nous écrit de cette manière-là. C'est tout apprécié. Ah oui. Et pour l'épisode, justement, la personne qui nous a écrit était plus fan de All Elite que la WWE. Ouais. Fait que j'essaie de la convaincre avec ça qu'on sert. Nous, vous enlevez la scrap de la E pour comme juste garder les bons matchs pour vrai. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, là. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va se concentrer sur ce qui a été bon en lutte. Parce que là, tout ce qui est story-driven, on va pas aller là-dedans parce que tout est déjà réglé ou encore pire parce qu'on a passé 3 pay-per-views depuis ça. Fait que nous, on va focuser dans les 2 ou 3 prochains épisodes. Là, ça va être focusé beaucoup sur le côté lutte, ce qui s'est passé. Fait que un beau retour en arrière. Là, on se croirait dans Back to the Future. Là, on va rouler à 88 000 pour... On va revenir à la bonne époque où c'était Swerve Strickland le champion. C'est-tu cette époque-là? Dans le temps que la lutte là, était bonne, là. Ouais. Et dans le temps qu'on pensait que ça allait être le dernier match de Bryan Danielson, ça c'était dans mon temps. Bon temps, bon vieux temps. Et on va commencer ça de tout avec le Pro Wrestling Illustrated qui a sorti son top 500, comme à chaque année, des meilleurs lutteurs du côté masculin pour commencer. Et tu nous as sorti, Pierre, le top 10. Le top 10. On va pouvoir en discuter, voir si on est d'accord. Oui, absolument. À noter que le Québécois qui est le plus haut dans la liste, c'est Sami Zayn qui est 12e. Donc, il est pas loin du top 10. Sinon, grosse mention honorable à Speedball Mike Bailey qui est 34e. Et si je descends plus bas, il faut quand même descendre assez bas pour voir Kevin Owens qui est 58e. Et que bravo à tout ça. Et j'ai vu qu'ils ont sorti le top 500 parce que Benjamin Toll a fait un post aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce lutteur québécois / humoriste des fois, qui est pâtissier, qui est 175e si je me trompe pas. Bravo Ben. T'es dans le top 200 du monde, c'est bon, aussi, on ne voit pas apparaître le nom de Roman Reigns. Il s'est pas qualifié, donc il n'y a pas eu, je crois, c'est une dizaine. Il faut avoir au moins 10 matchs pour pouvoir être éligible au top 500. Donc Roman Reigns ne fait pas partie du top 500. Ça veut dire qu'il est moins bon que tout le monde. Ben oui, c'est ça que ça veut dire, parce que cette liste-là, elle est crédible, tu sais. Fait que, on va commencer au top 10 en montant. Donc, 10e position, Mystico, à la CMLL. La légende qui remplit les arénas à lui-même, là, Mystico, qui est 10e. Je devine qu'il a été champion de la CMLL une bonne partie de l'année aussi. Parce qu'il y a quand même quelques critères qui doivent être suivis. Les ceintures, le kayfabe est très tenu en compte quand même. Parce que c'est les win-loss records, donc tout ce qui est les victoires et je veux dire les pertes, mais les défaites. Les défaites. Ouais, c'est mieux. Les Championship One, donc les ceintures qui ont été gagnées, la qualité aussi de la compétition qui a été donnée. Est-ce que ça a été des gens qui étaient dans des feuds majeurs, donc dans les meilleurs feuds de l'année, et aussi tout ce qui entoure, est-ce que l'influence qu'il y a eu en fait sur la lutte aussi. Et bien évidemment, la qualité de la lutte qui est donnée. Donc, Mystico, numéro 10. Numéro 9, c'est Gunther, bien évidemment, qui a été champion. Surpris un peu qu'il soit pas plus haut, Gunther, parce qu'il a quand même eu une grosse année. Moi aussi, puis il n'a pas été pas champion.
pendant une longue période. Peut-être parce que c'était juste le titre intercontinental qui est pas un championnat majeur. Peut-être que c'est pour ça qu'il Peut-être, mais c'était quand même été dominant dans son règne. Ah, Fait que, bref. 100%. Quand même 9e. 9e, 8e, John Moxley. Ouais. Lui qui a été champion de la New Japan pendant une bonne partie de l'année, quand même. Moins présent, mais quand même, on évalue entre le 31 août 2023 et le 1er juillet. Non, le 1er août 2023 et le 31 juillet 2024. Fait que John Moxley était là l'été passé, était très présent. MJF, 7e position. Lui aussi, j'aurais peut-être pu le voir. Ben, une fin de règne quand même marquante vers le début, la fin de l'année 2023. Et son retour aussi, il a tout de suite quand même recommencé haut en ayant une ceinture en partant. Absolument. Donc effectivement, il aurait pu être un peu plus haut, moi aussi d'accord aussi. Ouais, Damien Priest, 6e, je trouve ça fair. Ça n'a pas été le meilleur règne, il a été quand même présent, il était là. 6e, c'est bien. Peut-être j'aurais mis peut-être un peu plus bas parce que c'est pas le meilleur règne, c'est pas lui qui a eu le plus d'influence. Ça reste que 6e. C'est pas si long non plus, tu sais. C'est à partir de Mania jusqu'à. Encore une fois, c'est dans le temps mort un peu de l'année. Fait que c'est très traître comme. Ouais, d'après moi, il y a un peu de billets de recency. Fait qu'on dit quoi? De billets de. Ça fait pas longtemps que c'est arrivé parce que tu sais. Peut-être. Il était champion en juillet. Peut-être. Mais on s'entend, MJF, dans ma tête, a eu un règne beaucoup plus marquant qu'un Damien Priest. Ça va quand même reculer pendant comme un an. Là, fait que il y a bien des affaires qui se passent en un an quand même. Tetsuya Naito, qui est 5e, qui a été champion de la New Japan. Le lutteur qui ne se donne jamais tant que ça dans le ring, ce style-là. Mais c'est ça. Montre-nous que tu regardes, mais tu t'en calisses. 4e position, Seth freaking Rollins, qui est là, qui son influence, son charisme, même si c'est pas lui qui est porté. En fait, c'était le premier champion du monde de la WWE, le champion inaugural. La nouvelle mouture, si on veut, de cette ceinture. Exactement. Donc, pleinement mérité. Will Ospreay en 3e position. Donc, on rentre dans le top 3 avec sûrement. On s'entend, là, les 3 lutteurs qui sont dans le top 3 auraient pu aller n'importe où dans ce classement-là. Donc, Will Ospreay en 3e position. Swerve Strickland en 2e position, bien évidemment, avec un super bon règne qui allait de mieux en mieux plus les semaines avançaient. Dans mon opinion, c'est pas tout le monde qui a aimé son règne. Et Cody Rhodes, qui est premier, je crois, pour une 2e année de suite. Cody Rhodes, qui est au top du top 500 des lutteurs pour le Pro Wrestling Illustrated. Fait que... Je suis quand même d'accord avec Cody en première position. Je pense qu'il y a la rivalité ainsi que le match marquant de l'année avec sa victoire WrestleMania et l'entièreté en fait de ce règne-là. Ouais, puis son règne est plate depuis quelques mois. C'était avant que le 31 juillet frappe. Donc, je pense que il était des bons matchs avec AJ Styles. Il a quand même eu dans ses premières défenses de titre. Donc, non, quand même relativement d'accord avec Cody en première position. Fait que vous, dites-nous si vous êtes d'accord. Évidemment, c'est pas lesquels sont meilleurs dans le ring, mais bien qui a eu l'année la plus marquante au niveau des ceintures, au niveau de tout. En gros, c'est pas mal ça. Donc, dites-nous si vous auriez changé des choses. S'il y a un lutteur ou une lutteur, en fait pas le lutteur, c'est pas encore sorti, mais s'il y a un lutteur qui vous surprend de ne pas être dans le top 10, moi de mon côté, je dirais peut-être pour Bryan Danielson. C'est quand même dans sa dernière année. 13e, je crois. Ouais, ben, tu sais, c'est quand même surprenant. Il n'y a pas eu de titre, mais il y a quand même eu une dernière année, si on veut, à temps plein. J'aurais peut-être classé au moins dans le top 10 pour un peu la légende qui est, puis les matchs qu'il a donnés à travers l'année. S'il y a une grosse fin d'année, puis il commence l'année comme champion, l'année 2025, il y a peut-être des bonnes chances de se classer dans le top 10 pour le top, pour le prochain le prochain top l'année prochaine. C'est quand même sur une bonne année. Fait que, ça reste à voir. Hein? Ça reste à voir. Gros merci Pierre pour ça. On va sortir ça. Et là, on va commencer. On défile les dates. Fait qu'on commence ça avec la dégustation de la semaine. Le Raw du 19 août 2024. On était-tu jeune dans ce temps-là, Pierre? On était jeune, on était naïf. Toi, t'avais les 2 pieds dans l'eau. Dans 2 pieds dans la marde à ce moment-là. C'était un beau moment de ma vie. Et quand même été un bon Raw, ce Raw-là. Du 19 août, on a eu d'abord Sheamus contre Pete Dunne. Quel match!
Très bon match. Et ce que j'ai particulièrement de ce match-là, c'est le sell de la main. Parce qu'on sait que Pete Dunne attaque souvent les doigts lors de ses matchs. C'est parmi les mouvements qu'il fait souvent. Et là, c'est une des meilleures fois où dans un des matchs que je regardais de Pete, où son adversaire le vendait le mieux. Fait que d'abord, il y avait le bandage qui est tout le temps là, mais on dirait qu'il ajoutait l'effet qu'il avait mal. Puis à plusieurs moments dans le match, tente de faire des mouvements, a mal à la main finalement. Ça vient jouer un peu sur. Sheamus a bien vendu ça en fait. C'était très très bon. Puis il y a même eu. On a rappelé un peu la rivalité qu'il y avait rivalité puis qui était en équipe pendant un bout. Fait qu'on a Pete Dunne qui a emprunté des mouvements de Sheamus à travers le match. Fait qu'entre autres, le 10 coups sur le chest d'un côté. Et là, lorsqu'il finit, il est fier de sa shot d'avoir fait ça. Et là, Sheamus fait un semi-no-sell, un peu une face de débile, fâché. Puis comme, moi, je vais te les faire, les 10 coups. Bien aimé ce sell-là de Sheamus. Un bon match de Sheamus au final. Et la fin, bien aimé aussi parce qu'on a repris l'idée de la main. Où il évite un mouvement, il se prend la main dans le turnbuckle, comme dans l'espèce de padding du turnbuckle. Et là, il est pris là un peu. Il force fort pour l'enlever. Et c'est finalement ce qui coûte un peu le match parce que on frappe le turnbuckle par la suite, on fait le broke kick et on gagne le match de cette manière-là. Fait que j'ai bien aimé l'originalité de cette fin-là. Fait qu'un match que je vous conseille de regarder. Fait qu'allez voir les highlights sur YouTube, vu que ça fait quand même un petit bout que ça a eu lieu. Fait que Sheamus contre Pete Dunne le 19 août. On a également eu Ivy Nile contre Maxine Dupree, mais c'était pas tant le match que l'arrivée durant le match, même en fait. Un peu surprenant parce qu'il n'y avait rien qui laissait présager autre que le fait qu'Ivy Nile a décidé de s'allier avec Made America. American Made. American Made, ouais. Puis, fait que là, dans le milieu du match, bon, les lumières, ça ferme, tout ça. Fait que ça veut dire que la Wyatt est en chemin. Et là, on a Nikki Cross qui vient un peu foutre la merde. Il veut aller s'attaquer à Evinal. Tout le reste de American Made viennent tenter de faire le sauvetage. Le reste de la Wyatt vient faire l'attaque. Et on a un très beau même, parce qu'on n'avait pas encore vu le premier match de Uncle Oda à ce moment-là. On va y venir dans la semaine qui suit. Oui. Mais le Sister Abigail qu'Uncle Oldie fait, mais surtout le sell de Chad Gable là-dessus. Ah, si bon, il est tellement beau. Chad Gable tombe à la verticale sur le Sister Abigail et fait le sell. Tabarouette que ça lookait. Et là, évidemment, comme tous les segments de fin, on tombe dans le noir avec le cri de Nikki Cross. Fait que un gros impact et il était ultra over. Ils sont encore, d'ailleurs. Oui. Mais tu le sentais dès que c'est arrivé. Et ça concrétisait un peu le reste de la semaine qui s'en venait. Les semaines qui s'en venaient, en fait, avec tout le monde. Fait que bien aimé ça aussi de mon côté. 100%. Ensuite, on a eu un match qui avec le temps, finalement, il s'est passé des choses autour de ça. Mais il y avait le testament. Le Testament, c'est ça? Ouais, non, Final Testament. Ouais, exact. Le testament final. Ouais. Donc, l'équipe, le gros clan de Karrion Cross, qui se prenait contre New Day, ainsi que Odyssey Jones, qui, bizarrement, on le voit plus. C'est bizarre. C'est tout le début de toute l'histoire avec Xavier Woods. On sentait que Xavier Woods n'était pas content qu'Odyssey Jones soit là, qu'il prenne un peu la place de Biggie, entre guillemets. Puis on sentait... Il ressemble un peu aussi. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Le même genre de Monsieur Bonas qui, finalement... est violent, mais ça reste que l'histoire de Xavier Woods qu'elle a sûrement tourné, ça l'aurait apporté, là, ça l'aurait monté là, du low card au mid card, je suis certain. Mais je pense que l'histoire va se poursuivre, mais on va trouver une twist différente parce que là, clairement, il y a une des roues qui a débarqué, celle de grosse roue qui a débarqué. Puis, mais oui, c'était le fun parce que c'était un peu aussi sa manière de le mettre de l'avant. Parce qu'à la fin du match, il reçoit le hot tag, puis là, il nous enchaîne un peu l'entièreté de son moveset, qui était quand même bien, là, tu sais. J'ai quand même apprécié son niveau in-ring. Fait que malheureusement, on le reverra probablement plus. Mais c'était son début à lui, et ce petit match-là, et ce petit segment-là, en valait semi la peine. Maintenant qu'on sait l'histoire, peut-être en vaut un peu moins la peine, mais bon. Ouais. Ensuite, on a eu un gros beatdown du Judgment Day sur les Terror Twins. Fait qu'on est avant le pay-per-view Bash in Berlin. Et on construit en fait cette rivalité-là. C'est le début. Je pense que c'est la première fois qu'on nomme même le terme Terror Twins. Je pense que oui. Et j'ai bien aimé justement ce beatdown-là du Judgment Day pour bien venir installer les... Pas tant, on le sait qu'ils sont ill, le Judgment Day, mais ça a tellement mis babyface, mais genre ultra babyface, les Terror Twins, qu'on sont déjà appréciés, mais là, les voir se faire détruire à 5 contre 2... Puis genre,
Liv qui fait sa Liv, puis Dom qui fait sa petite marde, puis qui fait juste que frapper. C'était un bon beatdown Très pour bon. construire ça. Puis la fin avec l'image du Judgment Day qui est au-dessus des Terror Twins, Ouais. ça les installait vraiment comme des gros... l'équipe heel du moment. Puis je trouvais que ça amenait également une bonne construction pour le match qui va venir 2 semaines plus tard. Fait que, Ouais. un bon petit segment de ce côté-là. Et finalement, on a eu un bon match de championnat par équipe féminin, ce qui est quand même rare. On a Ouais. resté du temps et c'était un match à 3 chemins. Fait que c'est Damage Control contre Unholy Union contre Pure Fusion Collective. On s'entend qu'il est le pire nom d'équipe Oui. que j'ai jamais vu. C'est beaucoup trop long. Puis c'est PFC, on dirait, je pense tout à PFK. PFK, ben oui. À chaque fois Du qu'il bon poulet frit. poulet frit Kentucky. Fait que, ouais, non bizarre, mais le match était bon. Fait Ouais. qu'il y a eu beaucoup d'originalité, entre autres dans les mouvements de Damage Control, là, j'ai trouvé. C'est un peu sorti de nulle part, là, ce changement de. Ils sont devenus gentils, ils sont genre devenus face par la force des choses, sans trop d'explications. Ils luttent maintenant en gentil. Ouais. Et ils utilisent un moveset un peu quand même original. Fait entre autres, je pense que c'était Kerry Sane qui vole un peu à la Sami Zayn, là, se donne un peu en propulsion dans le cadre de la troisième pour aller vers l'extérieur. Fait que ça, c'était quand même bien à voir. Puis on a aussi Io Sky qui a ressorti ses mouvements un peu plus high flyers. Oui, j'ai vraiment aimé. Les sauts entre les cordes, les sauts de la troisième vers l'extérieur, souvent on associe plus à des mouvements de gentils au lieu de méchants. Fait qu'on a sorti un peu ce moveset-là. C'était très bien fait. Un beau finish également avec on a Shayna Baszler qui est en soumission. Je pense que c'est Kerry Sane. Et pendant qu'elle est en soumission, elle la tombe sur le dos et on a une des. Je pense que c'était Fire. Non, c'était Dawn qui vient faire un Swanton Bomb pendant que les deux sont en soumission. Fait que quand même un niveau de difficulté pour pas blesser personne, quand même important. Tombe en Swanton Bomb, vient faire le pin sur la personne qui se faisait mettre en soumission. Et qui vient en plus de recevoir un Swanton. Fait que super beau finish. Très, très beau. Et c'est le genre de match que tu sais. On dirait qu'on leur laisse pas le temps dans les PLE d'avoir. Je suis d'accord. Un match comme ça. Puis la construction, elle était pas très bonne non plus, mais c'est un des matchs que j'ai préférés du règne de Unholy Union. Ouais. Autre que leur victoire. Là. Je trouvais que la chimie entre les 3 équipes était quand même bonne. On leur a laissé le temps. On leur a laissé le temps aussi, mais on dirait que Damage Control et Pure Fusion Collective, c'était comme leur moment de shiner. Ouais. Ils ont comme. On dirait qu'ils en ont donné beaucoup pour le fait que le match était bon, alors que lorsque c'était plus avec les matchs avec Bianca et Jade, on sent qu'ils s'assoient un petit peu sur leur aura. Ouais. Puis, bref, on dirait que j'apprécie un petit peu moins leur match. Que là, je sentais que les 3 équipes en mettaient beaucoup pour que ça fonctionne. Quand même d'accord. Ça ressemble à ça, le Raw du 19 août. Quand même un Raw bien chargé, bien bon au niveau de la lutte. Fait que, on vous le conseille, si jamais vous l'avez manqué, allez regarder les highlights de ce Raw-là. C'était quand même efficace et bon. Et on va poursuivre ça avec le Dynamite du 21 août 2024. Et oui, on l'a pas dit, mais depuis enfin, à partir de cet épisode-ci, on va se séparer un peu les tâches, moi et Pierre. Fait que avec l'arrivée du bébé, tout ça, fait qu'il va y avoir comme. Moi, je vais être le responsable de regarder et d'analyser plus la WWE. Et Pierre sera plus le responsable de la All Elite Wrestling. Absolument. Évidemment, pour les pay-per-view, les PLE, on est les deux ensemble. Et évidemment, on regarde aussi d'un œil. Ah oui, ben oui. D'un œil l'autre produit, c'est juste que. On se sépare un peu plus les tâches. J'ai aimé apprécier les derniers Raw et SmackDown que j'écoutais parce que je l'écoutais d'un œil de fan et pas d'un œil de sommelier. D'analyste, ouais. Ouais, exactement. Fait que j'ai vraiment aimé, je l'écoutais un peu plus librement, en faisant des fois autre chose. Fait que j'ai bien aimé cette petite liberté-là. Donc, très bonne idée. Le Dynamite du 21 août, oui. Donc, c'était bon. Claudio Castagnoli contre Okada. Je sais pas, je m'attendais à mieux pour ça. Par contre, ça a quand même été un très bon match. Le lien YouTube apparaît peut-être quelque part là, dans votre face là, présentement. Vers ça, on a donné les 8 dernières minutes de ce match-là. Le match a duré 20 minutes pile parce que le match s'est terminé sur un draw. Claudio qui s'en allait gagner, là, qui était tout proche de mettre la main sur la ceinture continentale. Mais non, ça a été un match quand même assez lent. Puis le Claudio qui s'amuse, il est là, il était présent quand même si la semaine avant, il y avait eu une promo assez intense qui voulait le Okada. Mais on n'a pas eu le Okada qu'on aurait voulu avoir, j'ai l'impression. Mais les deux
vraiment, c'est un test de force. On oublie, je pense, comment Okada est quand même grand. Il est pas plus grand que Claudio, mais il est quand même pas loin. Il est grand, Okada. Fait que c'était le fun de voir ces deux grands monsieur-là. Ouais, pas mal la même taille, les deux. Là, puis peu la fin, quand même, je vais dire surprenante quand même, dans le sens où c'est un draw, mais on dirait que ça a élevé Claudio. 100%. On n'a rien fait avec ça. Là. Oh, oui, mais non. Parce que là, on connaît la suite. Ouais. On n'a rien fait avec ça, mais sur le coup, j'étais comme. Tabarouette, il est vendu fort, man, Claudio Castagnoli, avec ce match-là. Tu sais, on s'en allait vers la fin, on a annoncé la dernière minute, puis Okada se sentait vraiment dans l'eau chaude, puis il essaie comme de s'en aller. Puis là, finalement, il est resté comme pogné dans les cordes. Il essaie comme de sortir du ring, puis il est resté comme pogné dans les cordes, puis là, il est comme pendu là, puis là, Claudio l'a comme tiré. Tu sais, c'est super belle fin. Allez voir ça, ça vaut la peine pour voir des gros monsieur se calisser une volée, oui, comme on dit. Et les deux ne réussissent pas non plus à faire leur finisher à l'intérieur de ce match-là. Ouais. C'est un peu ça ici qui était expliqué dans le match. C'est très le fun comme match. Puis, c'est ça. T'sais, ça, c'est le genre de truc, je suis comme. C'est tellement un bon match pour construire quelque chose par la suite. Puis finalement, ça se règle à l'intérieur de ce match-là. Puis il y aura pas. Peut-être qu'il va y avoir une suite dans 6 mois. Ouais, on va rappeler ça. Mais il y a comme pas de momentum, on dirait. C'est une belle lampe de lancement, mais ça pour faire une rivalité, mais non, on laisse ça un peu retomber malheureusement. Mais ouais, parce qu'avec excellent match si vous voulez le voir. Là. Ouais. Un genre de Claudio qu'on n'aurait jamais vu à WWE avec ces opportunités-là, puis ce temps-là. C'est ça, plus méthodique, plus moins physique, plus stratégique. Donc, c'est le fun de voir un Claudio qui utilise sa tête plus que ses avant-bras pour donner des uppercuts. Sinon, FTR et Darby Allin contre Jack Perry et les Young Bucks. On vous rappelle qu'on est avant All In, donc tout le monde. Avant All In, fait que tout le monde est un peu en feud contre tout le monde. C'est un excellent. Un rythme, il y a du rythme là-dedans, là, ça n'arrête pas d'un bout à l'autre. C'est un feu roulant. Les heels qui travaillent très bien en équipe pour reprendre toujours le dessus parce que c'est les gentils qui mènent un peu tout ça et les heels qui travaillent super bien, donc les Young Bucks et Jack Perry qui travaillent toujours en équipe pour bien reprendre tout ça. C'est un peu avec ce qu'on connaît maintenant dans le match des Young Bucks à All Out, un peu un genre de miroir de ce qu'on va aller voir plus tard avec une belle synergie, des élites qui se tiennent ensemble, qui s'entendent super bien. Il n'y a pas de pommes pourrites ou il n'y a pas de fissures dans le clan. Ils sont vraiment tous là sur la même longueur d'onde. Un super bon match télé, vraiment gratuit comme ça. Ça aurait pu être... je sais pas à quel point ça aurait pu être un pay-per-view, mais un pay-per-view de qualité moindre. Ça aurait pu être là-dessus quand même. J'ai beaucoup aimé des spots comme le triple Scorpion Deadlock sur les méchants, les gentils qui tenaient, parce que Darby Allin était dans le match, bien évidemment. À un moment donné aussi, tous les méchants Young Bucks et Perry qui sont juste comme non, c'est fini, on s'en va, ça marche plus. On essaye là, de prendre le dessus, mais ça marche pas. Là, fait que là, ils prennent leur ceinture puis ils s'en vont. Et c'est Cash Wheeler qui vient faire un gros dive sur les trois. J'aime beaucoup Cash Wheeler, la façon qui fait ses matchs maintenant, la façon qu'il décide de faire certains mouvements, parce qu'il a perdu le premier affrontement Young Bucks contre FTR il y a de ça comme 3 ans, avec un move acrobatique, ce que les FTR ne font pas. No flip, just fist, no flip, peu importe là, ce qu'il disait dans le temps. Et Cash maintenant réfléchit. Il va faire ses moves plus acrobatiques à des moments propices où il sait qu'il ne sera pas dans la merde ou ça ne fera pas perdre un match. Et ce moment-là était propice à ça. Il s'est juste garoché dans les 3 messieurs qui voulaient s'en aller. Gros finish avec un avalanche souplex qui a été donné sur Matthew Jackson, suivi d'un splash de la part de Cash et un coffin drop de la part de Perry, pas de Perry, mais de Darby plutôt. Donc, super bon match. Je pense que le finish, j'ai trouvé un temps. Ça me semble qu'il reste longtemps, Matt. Comme, avant qu'on connaisse. Avant de recevoir Allen sur lui, il reste comme un bon 30 secondes. J'ai pas remarqué. Je devais prendre des notes en même temps que ça se passait, puis j'ai comme pas catché le temps. Ben c'est ça, il attend que le prochain spot y arrive, fait qu'il est comme busy longtemps dans le coin. Okay. Ouais. Il y a peut-être le petit truc de manque de comme rythme qui me gossait, mais sinon le reste du match est très bon. C'est possible, allez voir le match, puis dites-nous en commentaire si vous avez trouvé que ça manquait de rythme. À la fin, juste ce spot-là, mais sinon, c'est tous des bons lutteurs qui je pense, s'entendent bien ensemble, puis la chimie, FTR, Young Bucks, ils peuvent pas donner de mauvais matchs, ils peuvent pas faire de mauvais spots. On dirait ça fonctionne tellement bien ensemble, le clash des styles, mais ça fonctionne là-dedans. Fait que, allez
allez voir ça vaut la peine. C'est pour le Dynamite c'était pas un Dynamite mémorable, mais Dynamite du 21 août. Quelques bonnes patentes qui sont sorties de là. Allez voir ça. En fait, je pense qu'il y avait trop de rythme. Parce que tout le reste se passait à l'extérieur, mais pendant ce temps-là, Matt, il restait stand-by pour recevoir le coffin job de la fin. fait que tu le sens pas parce qu'il se passe quelque chose. Ouais, ok, ça. Pendant que On mais... doit voir ça, on doit voir Dax qui va sauter sur un autre pour essayer de le retenir. Puis là, c'est ça, ça doit être quelque chose de même. Exact. Fait que, on enchaîne ça avec le SmackDown du 23 août. Et un petit SmackDown. La seule chose qu'on a noté, c'est le segment au micro qui venait installer, si on veut, le début de la rivalité entre Kevin Owens et Cody Rhodes. Fait que on est deux SmackDown avant Bash in Berlin. Ouais. Et ça rentre avec un Grayson Waller effect. Ouais. Et avec Theory, tout ça. Et on reçoit Cody Rhodes ainsi que Kevin Owens qui arrive plus tard dans le show. Mais on commence avec Cody Rhodes. Et là, j'ai bien aimé ça. Waller très cocky, très méchant. En tout cas, un bon heel cocky, là, présentement. Fait que lorsque vient le temps de faire le wow avec Cody qui fait tout le temps ça là, il arrête la musique. T'es à mon show. Toi, tu feras pas tes affaires. Tout tourne autour de toi. Tout le temps, Cody. Tu l'as eu, là, au bout de la rampe, là, t'as eu ton fun, là t'es sur mon ring, là, comme c'est assez, là. Ça me fait bien. Bien aimé ça, ce côté heel-là de Grayson Waller. Et des bons échanges quand même entre les deux. Et lorsque Kevin Owens arrive pour un peu venir foutre la merde et jouer un peu sur le méta aussi. Ce genre de confrontation-là. Ce segment-là, j'ai été le réécouter 3-4 fois. Le timing de tout est parfait. Là. Ouais, fait Kevin il est juste comme hey, là on peut-tu arrêter de niaiser là, gars? On sait qu'on va avoir un match nous deux contre vous deux. Fait que all this, viens caller le match tout de suite. Là. Ok, il a callé le match. On peut-tu se battre quand même à la fin, même si d'habitude il faut faire l'inverse. Ok, on va se battre. Fait que bref, tout bon. Et on installe également les graines qu'on a continué d'installer puis qui ont aussi servi dans la rivalité entre Cody et Kevin. Est-ce qu'il va y avoir une trahison? Mais on remet le miroir du côté de Waller et Theory en disant tout le temps, on installe tout le temps. Il y a également DIY qui ont commencé à faire ça. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'on s'enligne vers ça pour le coup. Une éventuelle rivalité entre Grayson Waller et Theory. Mais on l'installe là. Est-ce qu'il va te trahir? Est-ce qu'il va te trahir? Parce que de l'autre côté, on disait, ah non, mais Kevin va te trahir. Et c'est là qu'on a eu également l'espèce de montage de toutes les trahisons de Kevin Owens dans sa carrière à la WWE. Et lorsque Kevin arrive aussi, j'ai bien ri quand il dit genre il méritait tout, sauf Kofi Kingston. Je m'excuse Kofi, toi tu le méritais pas. Toutes les autres, ils le méritaient tout. Ça m'a quand même fait rire. Moi, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est à la fin tout de ce segment-là, la chanson de Cody part, puis t'as Kevin Owens qui dit à l'oreille de Cody qui fait comme ces deux-là, ils ont pas d'adrénaline dans leur soul. They don't have adrenaline in their soul. Puis là, ça coupe pour aller à la pause. Comme le timing de ça était tellement fuck. J'ai ri fort quand j'ai entendu dire cette phrase-là. Ça devait être placé. Le timing était trop bon. Ça n'a pas de bon sens. C'était très niaiseux. Mais pour le reste, au niveau de la lutte en tant que telle, un petit SmackDown qui n'a pas été très marquant, malheureusement. Fait que le SmackDown, cependant, qui suivait, il était beaucoup meilleur. Fait qu'on va y venir éventuellement. Fait que ça fait le tour de ce SmackDown-là. On enchaîne avec le Collision du 24 août. Pierre, qu'est-ce qu'il y avait de bon là-dedans? Je te dirais, c'est un petit Collision qui est un peu à l'image. C'était pas de grosse fin de semaine de lutte, je te dirais. On était juste avant un pay-per-view, fait que peut-être qu'on se gardait là, des surprises, on se gardait quelque chose pour le pay-per-view qui allait venir en même temps. Ouais. Already, c'était dans encore une autre semaine, mais peut-être qu'on était déjà à sec côté histoire. Mais c'est le match en trio Orange Cassidy de la conglomération, le champion du monde de la Ring of Honor, Mark Briscoe, et Kyle O'Reilly, qui étaient tous accompagnés de Tomohiro Ishii contre Roderick Strong, Mike Bennett, Matt Taven de Undisputed Kingdom. Le match comme tel est le fun. C'est un beau match 3 contre 3. Tout le monde joue bien son rôle. C'est très classique Ring of Honor avec des spots, puis des spots, puis des spots. J'ai bien aimé la fin avec Kyle qui gagne, qui a fait une guillotine à Matt Taven. Puis c'est le même qui gagne quand Taven qui s'évanouit. Il tombe inconscient drette là. Fait que rien de plus, rien de moins. Il n'y a pas d'autre chose dans. Il y a eu des segments, il y a eu quelques petits matchs ici et là. Mais pour la lutte, dans le Collision du 24 août, allez voir le match en trio. Donc, qui donne Undisputed Kingdom contre la conglomération. On va l'avoir. On va l'avoir, ce mot-là. Fait que
Un peu à l'image de SmackDown, Collision. Correct. C'est correct. T'avais pas grand-chose. Le Raw qui suivait. Le Raw du 26 août 2024. On a ouvert ça avec le Judgment Day. Hein, on a terminé, je crois, la semaine d'avant avec Judgment Day. Ouais, qui Avec était Judgment tout Day. pété, là. Tout pété. Fait que le Judgment Day, les méchants, ils arrivent. Une bonne intro classique là, de Hill. Là, fait que Oui. on rouvre en Hill. On vient un peu rappeler l'histoire qui s'est passée la semaine dernière. Et on envoie chez tout le monde. C'est nous les meilleurs. On fait notre loi. C'est nous la meilleure version que j'ai jamais eu de Judgment Day. Dominique essaie de parler, se fait huer. Les classiques de Judgment Day. Et LWO vient les interrompre. Fait que là, LWO, là-dedans, on a le papa de Ray, le papa de Dominique, Ray Mysterio, qui vient là-dedans. Et là, on s'affronte au micro, on s'insulte. On a notamment une belle petite phrase de Dominique qui dit Liv a fait des affaires que Rhea a jamais voulu me faire. Comme m'aider à battre mon père. Allusion. Des petites allusions. Factu. Et ça fait un match 4 contre 4 qui vient s'installer de cette manière-là. Mhm. Fait que LWO va affronter le Judgment Day. Fait que c'est ça qui rouvre. On enchaîne après la pause publicitaire avec le début de ce match-là. Et un beau match 4. Tu sais, mettons, là on dirait que c'était ça la comparaison avec la All Elite Wrestling. On a beaucoup de matchs à 4 contre 4, mais souvent c'est très confus, c'est très chaotique. Ouais. Là, c'était un 4 contre 4 très clair, très précis. Ouais. Les spots étaient bien placés. Ouais. C'est ça, c'était très clean, très liché. Et j'ai bien aimé ça. On dirait que ça faisait du bien. C'est sûr, le rythme n'est pas aussi effréné qu'à la All Elite Wrestling. Mais des fois, ça fait bien de faire respirer un peu les spots. Je suis d'accord. OK, ils s'en vont faire ça. Fait qu'on a notamment eu un super beau spot où les 4 de la LWO partent les 4 en même temps. Il faut quand même une belle petite coordination. Il ne faut pas qu'on se rentre dedans, mais partent les 4 dans les cordes et sautent les 4 dans chacun des côtés du ring vers quelqu'un de Judgment Day qui est à l'extérieur. Et le timing de ça était super bien fait. Fait que bravo aux 4, là, on s'est donné le go au bon moment, puis le nombre de pas était bien compté parce que on a eu le classique visuel aérien là, où on voit de haut, et on voyait vraiment les 4 sortir au même moment, faire ça. Même je pense qu'il y a même eu un holy shit de ça, là, pour juste des sauts à l'extérieur entre les cordes. Fait que c'est le fait que les 4 le faisaient vraiment en même temps qui a donné ce holy shit-là. Fait que bien fait, de la part de tout le monde. Évidemment, c'est les méchants qui gagnent parce que Liv, elle a interrompu dans le match, elle était sur le bord du ring, elle a créé une distraction, elle a permis à donner l'avantage justement à Dominique sur son papa. Dominique qui sort tranquillement, pas vite, son moveset un peu plus high flyer. Elle a aidé Guerrero, hein, le Frog Splash, il a fait le 619 suivi du Frog Splash, un beau Frog Splash, un peu à la Eddie. Et j'aime bien, moi, le développement de personnage de Dom qui joue tranquillement pas vite vers le Eddie. C'est ça, c'est lent, mais c'est le fun. C'est pas. Un moment donné, on va y arriver, mais chaque chose en son temps, puis on vit chaque étape en même temps que lui. Moi, je suis d'accord, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il nous donne. Ouais, et là, par la suite, le Judgment tente de faire le beatdown sur ce qui reste du LWO, mais qui vient pas faire le sauvetage. Les Terror Twins qui viennent interrompre le beatdown, tout le monde se sauve. Et ça fait évidemment, on construit la rivalité qui s'en va vers le samedi qui suit vers Bash in Berlin. Fait que c'est une bonne manière, là, de ce coup-là, de un peu rétablir là, parce que la semaine dernière, on avait Judgment Day qui est sorti fort. Là, on a les Terror Twins qui réussissent à faire peur au reste du Judgment Day. Et évidemment, JD ainsi que Carlito servent souvent de punching bag. Et les deux, Finn Balor, Dominic et Liv, s'en sortent sans trop d'égratignures et font leur face de méchants. Et vous nous aurez pas. Fait que, et on place également le fait que Rhea, elle veut frapper Dom. Elle veut frapper Dom. Et là, ça mousse le fait qu'on veut le voir lorsque le match arrive. Et on est arrivé à ça lors de Bash in Berlin. Mais ça le moussait bien parce qu'elle passe proche de le frapper dans ce segment-là. Fait que, mais il réussit à s'en sortir et à se faire aider par lui. Fait que, c'est pas celle-là où elle a quasiment connecté le Riptide. Ça, c'était la semaine passée, si je me trompe pas. Celui-là, elle était vers l'extérieur, puis elle voulait comme le pogner, puis là, il s'est juste comme faufilé. Ah, ok, oui, c'est ok. Avec Liv qui l'a sorti. Fait que, c'était une bonne construction, en fait, pour tout ça. Puis le match en tant que tel, également, était bon. Fait que j'ai tout mis le segment au complet. L'intro, le match et l'après-match. Fait que tout ça était bon. Et on a également eu le premier match de Uncle Howdy contre Chad Gable. Fait que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Hein, pour certains comme nous qui suivaient les codes QR, ça faisait presque 3-4 mois qu'on avait hâte de voir un match d'Uncle Howdy. Et est-ce qu'il y a des déçu? Non, je pense pas que... Non, je l'ai bien aimé. Il est très... Ben, je le mets dans nos matchs qu'on a aimés. Il y a un petit changement de look, cependant. Fait qu'au lieu d'avoir les dreads, maintenant, il y a les cheveux comme un peu plus plats.
Ouais. Les cheveux. On a changé de perruque, en gros, pour le faire battre. Je sais pas si c'est l'effet des cheveux, tout ça. En tout cas, je trouve que ça lookait plus avec les dreads qu'avec les cheveux plats comme ça. Je suis d'accord, puis là, elle était comme pas complète non plus. Des fois, il y avait comme des spots Ouais. C'était pas ce qu'il y avait. Elle bouge un petit peu Ouais. et tout, fait que à voir, mais pour le niveau in-ring, moi j'ai vraiment été impressionné par Bo Dallas. Mhm. Parce que je le trouve, si mettons, on se souvient du Bo Dallas qui était dans le B-Team, puis la version un peu plus low card qui était, il était pas shapé comme ça. Il n'y avait pas des espèces de power moves comme qu'il y a à l'intérieur d'Uncle Howdy. Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant parce que je vois pas Bo Dallas quand je regarde Uncle Howdy. Vraiment. Un autre lutteur complètement. Ouais. Fait qu'il a vraiment été capable de physiquement se changer. Il est vraiment un peu plus costaud, un peu plus gros au niveau des muscles. Mais aussi dans le type de mouvement qu'il fait, c'est vraiment plus d'impact. C'est plus des power moves plutôt que des un semi-comédie où, tu sais, on dirait qu'il était un peu plus soft, là, quand il se battait. Tu sais, je m'ennuie et je vais continuer à m'ennuyer du B-Team parce que ça a été, pour moi, une des meilleures équipes qui aura jamais existé. C'est le B-Team. Fait que, on n'est plus là. On est vraiment plus là. On est à des lunes de ce qu'on nous présentait avec le B-Team. Fait que tant mieux. Tant mieux pour Uncle Howdy. Puis c'était bien aussi les plusieurs quand même références qu'il y a eu à Bray Wyatt à l'intérieur du moveset. Fait qu'on a notamment la petite danse qu'il y a là, avec un chat qui est comme semi-inconscient. On a les il me semble, ou en tout cas une référence comme ça là, avec Harper qui faisait également ce mot-là ou cette espèce de phrase-là. Fait que ouais, c'est très bien. Moi je trouvais que ça a bien fonctionné comme match. Et évidemment, Chad Gable, c'est la bonne personne si tu veux être vendu fort. Là. Avant, t'avais Ricochet, là, mais là, Ricochet est de l'autre côté. Mais là, Chad Gable, tabarouette qui te scellait ça, les mouvements d'impact d'Uncle Howdy. Fait que impeccable pour mettre over Uncle Howdy. Et une belle victoire d'Uncle Howdy. Mm-hmm. Pour son début, à lui en solo. Fait que ça ressemble à ça, le Raw du 26 août 2024. Allez voir ces deux segments-là. Le début et la fin, finalement. Exact. Ensuite, Dynamite du 28 août. Qu'est-ce qui était bon? C'était un bon Dynamite avec Ricochet qui contre Kyle Fletcher. Son premier match en dehors. Deuxième match, mais premier match en simple depuis qu'il est transféré de fédération. C'était contre Kyle Fletcher. Ça n'a pas été aussi fluide comme match que je m'attendais. Peut-être ouais, moi aussi, on dirait. La chimie des deux n'était peut-être pas là. Ouais. Puis, je suis d'accord, je m'attendais à beaucoup. En fait, j'ai calme un petit peu déçu dans ce match-là. Mm-hmm. Ouais, tu sais, moi je m'attendais à avoir un Ricochet qui allait rebondir ou qui allait vraiment réussir quand même à mettre en valeur ce que Kyle Fletcher est. Kyle Fletcher qui m'impressionne de plus en plus, qui a été excellent dans les derniers matchs qu'on a vus, qui a vraiment eu une belle chimie entre lui et... c'est qui s'est battu la semaine, il y a comme 2 semaines? Okada, je pense, qui s'est battu contre Fletcher. Bref, il y a Fletcher qui a sorti vraiment des bons matchs. Fait que je m'attendais à quelque chose de le fun contre Ricochet. Ça n'a pas livré comme j'aurais voulu, mais ça n'a pas été mauvais non plus. C'est pour ça qu'il est dans mes notes. Puis aussi parce que Ricochet est tellement bon et tellement le fun que ce match-là nous a rappelé qu'est-ce qu'il est capable de donner comme offensive, qu'est-ce qu'il est capable de faire même. Ça n'a pas été tout 100%. Je pense que ça a été bien placé pour vraiment montrer un moveset qui va utiliser, représenter le Ricochet qui était sur l'Indies, qui était vraiment là, le champion de la 3e corde, qui revole partout. Il vend super bien. C'est un monsieur, en fait, en caoutchouc qui rebondit. Ma copine est coach dans un gym, entre autres, là, elle fait plein d'affaires, mais entre autres, elle coach du CrossFit. Et à chaque fois qu'elle voit lutter, Ricochet, elle dit c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui a une masse musculaire et qui est souple. Si tu as les deux qui sont très bien dosés, tu peux être un athlète parfait. Parce que si tu es assez souple, tu vas pas te blesser. Parce que, justement, tu es souple, tu vas pas étirer un muscle, tu vas pas étirer un tendon, ni rien de ça, parce que tu es souple. Et il faut quand même avoir une certaine masse musculaire. Donc, Ricochet est complètement ça, le prototype parfait de l'athlète, on va dire. Fait que oui, ensuite, ça aussi aidait un peu l'histoire qui continue à être racontée au moment où on se parle, dans le présent.
Fait que après le match, quand Ricochet a fini par gagner, c'est un Will Ospreay qui est sorti sur la rampe. On avait déjà parlé dans un ancien épisode. Et c'est Pac qui vient l'interrompre pour faire un Poison Rana du tabarnak. Ça a rentré, ça n'a pas de Christy de bon sens. Maintenant, on s'en va sûrement vers une feud, j'imagine. Will Ospreay contre Ricochet, parce que Pac est rendu avec le BCC, donc on va sûrement le laisser de ce côté-là. Cette nouvelle version-là, je sais pas si ça va être le même nom, on va voir. On verra. On n'a pas encore vu Dynamite, nous, donc... On va se rendre là, éventuellement, dans notre analyse. D'ici 3-4 mois, on devrait être à jour. Là, Et à ce moment-là, c'était pas Okada qui avait. Okada, c'était plus tard, c'était dans le futur, qui est notre passé à nous. Oui. Mais à ce moment-là, c'était MJF. Oui, c'est ça. Le match de la semaine d'avant. Oui, c'était. Mais il y a eu un match avec Okada, mais la semaine suivante. Dans le futur, exactement. Exact. Qu'on va venir. Oui, oui, c'est bien ça. Fait que pour voir un bon Ricochet, pour voir on lui a donné du temps quand même. Fait qu'allez voir ce match-là. Sinon, Danielson qui annonce qu'il prend sa semi-retraite lorsqu'il va perdre la ceinture, oui. Donc, on vient mettre une couche de peur peut-être dans les prochains matchs qu'il va faire. De tension. Exactement. J'aime ça là, ce genre de challenge-là qui se donne à lui-même de faire comme chaque match peut être mon dernier. Chaque match que je vais défendre la ceinture peut être mon dernier d'une retraite, pas d'une retraite, mais d'une carrière temps plein, fait qu'il va tomber temps partiel. C'est pas d'une semi-retraite. Moi j'appelle ça semi-retraité là. Quand tu bats 4 fois par année. Comme Roman Reigns. Semi-retraité. Roman Reigns. Comme il y a des gens, mais je pense qu'il le mérite aussi. Hein. Ah, ben oui. Le corps. Il en a donné beaucoup pour la business. Ah, exactement. Puis je pense qu'il y a un cerveau qui peut continuer à très bien aider tout ce beau monde-là backstage ou avec un personnage. Tu sais, il a été très bon comme GM dans le temps à SmackDown. Fait que on peut être un personnage aussi avec un micro puis prendre quelques bumps peut-être des fois. Fait que c'était pour le Dynamite du 28 août. De la bonne lutte, c'est Ricochet contre Kyle Fletcher. Est-ce que c'était parfait? Non. Est-ce que c'était bon? Oui. Allez le voir. Ça vaut la peine. Ouais. Et le SmackDown du 30 août 2024. On a tout d'abord, c'était le Go Home Show avant le lendemain Bash in Berlin. Et on était déjà à Berlin. Donc, on a un segment tout d'abord entre Kevin Owens et Cody Rhodes qui venait vraiment placer toutes les cartes ou toute l'histoire qu'on va raconter le lendemain lors de leur match à eux. Donc, on a tout d'abord installé la petite graine du genou avec KO qui lui dit « Ah, je connais ton secret, tu es blessé pendant les live shows, les live events, t'as mal au genou, vas-tu être à 100%, blablabla. » Et là, Cody, un peu, qui bombe son torche, fait « Non, je suis à 100%, inquiète-toi pas. » Et la petite tension, parce qu'on a installé la semaine d'avant, est-ce que KO va tourner? Est-ce que une trahison, une tricherie? C'était très bien fait. Finalement, tu sais, c'était bien fait pour monter le match. Assez subtil, c'est ça. Exact. Fait que bravo, un bon segment au micro qui installe le match du lendemain. Fait que ça vous tente d'avoir une belle construction subtile entre les deux qui vient installer des choses qu'on va revoir le lendemain. Mais c'est un bon segment à aller regarder. Sinon, le match que j'ai bien aimé, moi. C'était bon, ça. Et c'est le 4e entre Andrade et Carmelo Hayes. Ouais. Et je suis content qu'on continue cette rivalité-là, qu'on aura, nous on n'a pas encore vu, mais que cette semaine, demain en fait à SmackDown, on aura le 5e affrontement. J'ai bien hâte de voir ça, parce qu'on nous le mousse aussi que c'est 2-2. Et c'était le match justement qui faisait le 2 du côté de Hayes. On a commencé avec 2 victoires d'Andrade, ensuite 2 victoires de Carmelo Hayes. Et encore une fois, c'était très bien. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a 4 matchs construits différemment. L'histoire qu'il y a entre les matchs est bonne. Il y a également une évolution à travers les matchs des deux personnages, du personnage de Hayes, du personnage d'Andrade. Et le in-ring aussi est très différent de chaque. Dans celui-là, il y a eu le magnifique Spanish Fly de la deuxième qui a été fait super bien fait entre les deux. Les deux aussi là, sont très high flyers, super bons. Et la fin s'est jouée également avec un espèce d'enchaînement. C'était vraiment bien fait. C'était un espèce d'enchaînement de mouvements qui arrive avec un finisher pour un near fall. Mais pendant cet enchaînement-là, on retire un des turnbuckles qui a été enlevé, mais quand même de manière subtile. Ce qui fait que ça a l'air comme si c'est-tu comme une erreur? Il était-tu juste mal attaché puis on va pas l'utiliser dans le match? Et finalement, c'était prévu et ça a été utilisé, mais de la manière que ça a été fait pour le dénouement final où finalement, on tombe la tête dessus puis on enchaîne avec le finisher sauté de Carmelo Hayes. C'était tellement bien fait et ça avait l'air pour vrai d'une erreur
Ouais, qui aurait pu arriver juste de même, là. Ça n'a pas été là, le méchant ça qui fait a tellement été bien bien exécuté Ouais. que là, quand ça arrive, t'es comme, ok, non, c'était prévu, mais sur le coup, t'es comme, ah non, c'est peut-être juste pas prévu, puis il continue le match comme si de rien n'était. Yep. Fait que bravo, parce que c'est le genre de truc subtil. Puis on leur a aussi laissé du temps, puis c'est le fun, ces deux lutteurs-là, qui leur donnent du temps. Souvent, on dit maintenant, le Go Home Show avant un pay-per-view, surtout à l'extérieur, c'est comme l'ancien pre-show d'avant. Fait qu'on dirait les rivalités comme Andrade et Carmelo Hayes devraient, dans un autre monde, auraient dû être dans le pay-per-view, mais ils ne sont pas. Fait qu'on leur donne le spotlight au SmackDown qui est dans la même ville. Et tant mieux parce que ça fait vraiment des belles cartes. Et je vous conseille vraiment ce match-là. Allez l'écouter, c'est très bon. Puis justement, pour vous préparer au match que vous allez voir demain à SmackDown, qui va être leur 5e affrontement. Mettons, mini prédiction, là, il n'y a pas de questionnaire, mais tu dis qui va remporter ce 5e-là, Andrade ou Hayes? C'est fourrant parce que Andrade, je pense qu'il est rendu une place dans sa carrière, surtout avec ce qu'il nous montre là présentement, où je pense qu'il veut laisser le flambeau, il veut aider la jeune génération. Mais en même temps, Andrade n'a jamais été au top où il mérite. Je pense qu'il mériterait une grosse. Il était champion des États-Unis 3 ans, mais il mériterait une run pour peut-être pas avoir la grosse ceinture, mais pas loin d'y toucher. Fait que je pense que Andrade est rendu là. Et une feud contre Gunther, c'est de ce côté-là? Non, c'est l'autre côté. Une feud contre Cody pourrait être intéressant. Ah, ça pourrait être intéressant, ça. Andrade. Pour toutes ces raisons. Ouais. Parfait. Écoute, je pense que je vais y aller du côté de Carmelo Hayes. Écoute, on dirait tout me dit plus Andrade, mais on dirait j'y croyais pas depuis. Il a comme commencé à monter autour du Royal Rumble. Ouais. Puis rien fonctionnait, je trouvais, dans ce qu'il faisait. Et quand on l'a jumelé avec le programme avec Andrade, là, ça fonctionne. Fait qu'on dirait que je capitaliserais par le fait qu'on a trouvé comme une continue à recette. bâtir. Ouais. Fait que, tu sais, gars, on te vend fort, part avec ce momentum-là. Je pense quand même que le choix plus logique serait Andrade avec une fin qui c'est peut-être un passage de flambeau, une poignée de main, tout ça reste clean et ou peut-être ça se termine pas tout de suite la rivalité puis ça se poursuit. Ça pourrait se finir un pay-per-view là, je veux dire. Ça pourrait, mais de la manière qu'on l'a construit le match de demain, on l'a construit la semaine dernière, on a eu un gros. J'ai l'impression que ça a l'air d'être une fin de rivalité, comment on va le faire, mais on va voir. Mais je pense qu'on va leur laisser du temps pour bien construire ce match-là. Si c'était la WWE d'il y a 3 ou 4 ans, il deviendrait une équipe par après. Et retournerait dans la cave. Écoute, on va voir. Ben, on va voir. Enfin, on sait jamais. Peut-être ça qui va arriver. Peut-être ça qui va arriver. Et autre match que justement, c'est pas un pay-per-view, mais ça pourrait être un match de pay-per-view. Il y a Nia Jax qui défendait sa ceinture contre Michin. Et là, c'est rare que je vais dire ça. Mais c'est le meilleur match que j'ai vu de Michin depuis que je la vois. Oui, puis le build était le fun. Ça a été bien buildé aussi. C'était bien apporté. Bien buildé. Exactement. C'était vraiment une construction comme si ça allait un pay-per-view. On l'a mis au SmackDown juste avant. Oui. Mais c'était bien fait. Et on était dans un match sans disqualification avec des armes, tout ça. Fait que on dirait que ça l'a aidé Michin à sortir de la bonne lutte. Ou en tout cas, que le tout ait de l'impact. On croit pendant un moment que Nia Jax va peut-être perdre. Même qu'à un moment, on était comme, on va peut-être perdre, mais ça sera pas Michin, ça va peut-être être Tiffany Stratton, parce qu'on a eu un petit tease de cash-in de Tiffany Stratton qui arrive avec la valise. Je cache-tu, je cache-tu pas? Finalement, Nia Jax, ça s'en rend compte. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Va-t'en, tu caches pas sur moi, aide-moi. Et finalement, on reprend le partenariat qu'on a entre les deux et on se sert de tout ça. Mais bon match entre les deux. Et la finale avec le finisher de Jax, qui est le finisher à l'époque de Yokozuna, l'Annihilator, mais avec Michin, sa tête dans une poubelle. Et là, Jax tombe dessus. Tabarouette que ça lookait, là, ce finish-là. Puis elle s'en relèvera plus jamais, c'est sûr. Elle va rester pris là, elle va continuer à vivre sa vie avec une poubelle complètement encastrée dans elle. C'est Michin poubelle, c'est le même qu'on va l'appeler à cette heure. Mais ça lookait et ça mettait fort, je trouvais, Nia Jax. Et quand même fort aussi un peu Michin. Je trouvais que le match a servi à rehausser les deux lutteuses. Puis j'ai aimé la petite saupoudrement de faire avancer l'histoire avec Tiffany Stratton et Nia Jax. Bref, écoute, Nia Jax, Michin, sur papier, j'aurais pas dit que ça a été un match que j'apprécierais, mais ils ont bien fait ça. Et le storytelling était bon, la lutte était bonne, puis je pense vraiment que le fait qu'on ait pu avoir des armes, ça l'a aidé également à ce que le hit soit bon. Fait que, oui.
Bravo pour tout ça. Et l'histoire a été bien construite également. Fait que, comme quoi, hein, c'est possible de faire des matchs de Swan bien construits et non pas juste garocher à la dernière seconde. Ah. Justement, parlant de ça, Parlant de garocher. Parlant de garocher. 31 août. Collision. Qu'est-ce qui s'est passé? Du 31 août, c'est feu roulant, Collision, bien pacté, bien loadé. Ouais. Tu veux de la lutte, tu veux des lutteurs. Il y en a. On est entre 2 pay-per-view, faut que ça roule. Là. Faut qu'il y ait du monde, faut que ça se verge dessus. On a un trio, match en trio, donc la Ring of Honor Pure Champion, Lee Moriarty avec Shane Taylor Promotion, avec donc Shane Taylor et Anthony Ogogo. Qui était avec aussi Beast Mortos et Johnny TV. Non, contre Beast Mortos et Johnny TV. Non, attends, c'est une gang. Ok, c'est ça. Ça dit Trios Battle, mais c'est juste plein de monde. Non, ok, c'est ça. Excuse-moi, parce que mes notes sont complètement partout. Là. C'est Lee Moriarty, Beast Mortos et Johnny TV. Contre Hologram, Kyle O'Reilly et Orange Cassidy. C'est juste pour voir du monde qui revole un peu partout. Qui font. Vous voulez un spot fest, là? Vous allez voir ce match-là. C'est un spot fest. Beast Mortos qui se garoche partout. Johnny TV qui se garoche partout. Hologram, on dirait il flotte. Il est tout le temps comme genre 3 pouces au-dessus du canevas. Il est comme juste tout le temps un peu dans les airs. On dirait qu'il la gravité. Ah, ben c'est ça. Je pense que c'est l'ancien personnage, Gravité, qui faisait gimmick un peu poche, là. Mais là, ben, c'est Hologram qui a repris ça. Mais lui, ça marche pour de vrai. Il flotte complètement. Ouais. Fait que ça vaut la peine. Sinon, le Bang Bang Gang, Juice Robinson et les Guns contre les Premier Athletes, Tony Nese, Josh Wood et Arya Davari. Un peu plus technique, celui-là, avec des lutteurs des lutteurs plus techniques. Tony Nese et Josh Wood, ils sont d'excellents lutteurs. Du côté du Bang Bang Gang, tout le temps un peu niaiseux avec le Juice Robinson et Maxime qui commence à aimer. Tranquillement pas vite. Mais je te dis, Juice, il y a de quoi? Il y a une aura qui fait que ça déteint sur les guns. Puis là, les guns, je suis comme ça, pas vite. Mais les aime. Je pense que j'ai commencé à les aimer. Ah, Austin, particulièrement, je trouve, il s'améliore beaucoup, Austin. Enfin! Je sais pas si tu te souviens, mais il y a peut-être 6 mois de ça, j'avais callé Austin qui allait avoir une run en simple et peut-être être un champion. Mais en tout cas, tranquillement pas vite, on va voir. Là, il va encore en solo. Là. J'ai pas dit qu'il allait demain gagner contre Bryan Danielson. Je dis qu'il est mané dans sa carrière. Il va peut-être avoir une run solo et avoir une ceinture. La ceinture continentale, c'est une ceinture aussi. Là. On va voir. Ça vaut absolument rien. Fait que, Juice Robinson qui... Une vedette, une star qui a complètement changé de personnage depuis qu'il est arrivé. Et il a trouvé quelque chose qui fonctionne pour lui. J'aime bien ça. Sinon, on a eu Cash Wheeler et Dax Harwood de FTR contre les Undisputed Kingdom, Matt Taven, Mike Bennett. Classique tag team, vraiment, vous voulez un match basic. Pas basic, là, mais la base d'un match par équipe avec des lutteurs qui sont habitués de lutter en équipe. Allez voir ce match-là. Sinon, ensuite, de la Dawn, Callis Family, Kyle Fletcher contre Tomohiro Ishii. Kyle Fletcher qui a presque tué Tomohiro Ishii. Je sais pas si tu as vu ce clip-là où tu l'as pogné pendant le match. Avec un tombstone par le driver. Il a comme un peu échappé. En même temps, il s'est battu il se bat contre un bloc de béton. C'est ça. C'est ça. Il est tough. Je sais même pas comment il faisait pour faire le tour de son corps. Tellement large. Il est genre large de même. Puis une chance que c'est du béton, il doit avoir le cou en béton aussi parce que il s'est relevé de là comme si rien n'était. Puis, il fait des no-sell tout le temps. Fait que, c'est ça. Il y a no-sell la mort. Il y a no-sell la mort. Il y a no-sell le fait qu'il était rendu paraplégique, qu'il s'est relevé de là. Puis, mais non, mon cou. En fait, il n'y a plus de cou. C'est ça l'affaire. Tomohiro Ishii, il n'y a juste pas de cou, c'est une tête sur des épaules. Il n'y a pas de cou, fait, il ne peut pas le casser. C'est juste ça. C'est ça. Fait que, direct. Honnêtement, le Collision du 31 août, si vous reculez dans le temps, grâce à votre machine à monter dans le temps, on a tout un qui traîne chez nous, une machine à monter dans le temps. Allez voir la carte au complet, ou les matchs au complet valent quand même la peine. On se reprend un peu pour les SmackDown et Collision de la semaine passée qui valait pas grand chose. Celui-là, c'est de la bonne lutte. Un peu pour tous les goûts. Là. Il y a beaucoup de lutteurs, c'est des feux roulants. Il n'y a pas de match super technique 1 contre 1. Mais pour du monde qui se venge dessus, qui revole un peu partout, ça vaut la peine. Collision du 31 août 2024. Allez voir ça. Puis c'est intéressant de voir aussi la différence entre WWE et All Elite Wrestling. Parce qu'on dirait, pour All Elite Wrestling, les semaines où c'est en même temps qu'un pay-per-view sont un petit peu plus mollo. Ouais. Alors que du côté de la WWE, c'est l'inverse parce que
c'est pas tout le monde qui a ses cartes. Ouais. Fait qu'on dirait le Go Home Show, il est plus intense parce que c'est comme leur pay-per-view au low card. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme le pre-show, comme depuis. Fait qu'ils sont comme pas. Puis là, bizarrement, ça tombait que les deux étaient back-à-back. Puis les deux moins bons étaient back-à-back. Mais on dirait que c'est ça. Les milieux de la WWE sont souvent moins bons. Alors que Collision et Dynamite sont souvent meilleurs parce que justement, ils sont comme, ok, là, on peut se donner parce qu'on n'a pas un pay-per-view dans la même semaine. Ouais, c'est ça. Où on peut faire des moves de malade. Fait que c'est très. En tout cas, tu vois vraiment la différence de travail entre les deux compagnies, entre absolument. les deux lutteurs. Fait que très le fun à regarder pour ça. Fait que ça fait le tour de ces 2 semaines-là. Prochain épisode, ben, on va continuer notre retour. Fait que là, on va y aller du 2 au 7 septembre. Fait que tranquillement pas vite, écoute, on va se rendre au moment présent. Voilà. Fait que là, ben, on a couvert les autours de Bash and Burman, puis entre All In et All Out, et un petit peu avant All In. Fait que ça ressemble à ça. Dites-nous, vous, dans les commentaires, s'il y a des matchs qu'on a manqués, si parmi ces matchs-là, il y en a un qui a beaucoup plus ressorti, vous avez fait tabarouette, c'est tellement un bon match, ça pourrait potentiellement être nominé dans les matchs de l'année. Dites-nous-le tout le temps dans les commentaires. Ça fait toujours un plaisir, nous, de vous voir, de vous entendre, de vous lire. Likez si vous êtes rendu jusqu'ici. Et suivez-nous un peu partout. Max Perriard ainsi que Gaston Gay. pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde!